Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Nicole Magana-Shiver, coach certifié Go Diaper Free, c'est-à-dire coach de la technique que l'on appelle en anglais Élimination Communication ou ICI. En français on dit HNI, Hygiène Naturelle Infantile, mais vous verrez que dans le podcast on dit plutôt Élimination Communication ou EC. Elle est aussi coach en potty training, c'est-à-dire l'entraînement à la propreté. Elle va vous expliquer comment ça se passe dans ce podcast, bien évidemment, mais juste pour vous expliquer rapidement, car ces noms que je viens de citer ne vous disent peut-être rien, la communication par élimination est une façon douce et non coercitive de répondre aux besoins naturels d'hygiène d'un bébé dès sa naissance. Cette technique consiste à observer les réactions d'un bébé afin de détecter les signes indiquant qu'il a envie de faire ses besoins pour lui permettre de se soulager immédiatement dans des toilettes, dans un pot de chambre ou dehors, bref, sans couche. Pratique. Cette pratique traditionnelle est utilisée dans de nombreux pays, en Asie, en Afrique, etc. Et ça commence de plus en plus à être utilisé dans les pays occidentaux. C'est vraiment une approche intéressante car on est super à l'écoute de nos enfants et de leurs besoins. Ça nous permet de les connaître davantage et ils peuvent du coup devenir propres quelques mois après leur naissance ou plus rapidement, disons. Bref, je ne vous en dis pas plus, Nicole explique tout ça très bien. Vous en saurez beaucoup plus à la fin de cet épisode. À l'époque de l'interview, je n'étais pas encore enceinte, c'était il y a pas mal de temps, mais maintenant que j'y suis, je pense vraiment creuser davantage tellement je trouve ça naturel en fait. Cet épisode est divisé en deux, la suite la semaine prochaine. Bonjour Nicole. Bonjour Léna. Je suis super contente de t'avoir sur mon podcast aujourd'hui. Oui, merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis très contente de pouvoir parler à tes auditeurs. Oui, je suis vraiment intéressée par ce sujet parce que je n'ai pas encore d'enfant, donc je vais me préparer mentalement un peu plus grâce à toi. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce qu'est l'élimination communication et le potty training ? Absolument. L'élimination communication est un nom que certaines personnes ont choisi depuis quelques décennies pour tenter d'expliquer quelque chose que les humains ont probablement fait depuis des milliers et des milliers d'années. C'est simplement une façon d'aider ton enfant avec son hygiène dès la naissance. Et en tant que mère, quand tu deviens un parent, tu vas aider ton bébé avec tout. Au début, ils sont très impuissants. Ils ont besoin d'aide pour se nourrir, pour s'endormir, leur rythme ayant été dans le ventre maternel très différent. Donc ils ont besoin d'aide pour apprendre la différence entre le jour et la nuit. Tu dois les aider quand ils ont froid ou ils se sentent seuls. Et pendant maintes et maintes générations, les humains ont aidé leurs enfants à éliminer. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça élimination communication, le fait d'aller aux toilettes. La partie communication, il s'agit d'apprendre ce qu'on va appeler les signaux envoyés par votre bébé. Et c'est le même principe que pour les signaux de sommeil, les signaux pour quand ils ont faim ou quand ils sont fatigués. Vous apprenez à reconnaître les schémas de votre bébé, comment ils vous communiquent ce dont ils ont besoin. Et la différence entre l'élimination communication, l'EC, et l'apprentissage de la propreté classique est que quand un enfant apprend la propreté, il est capable de prendre en charge tout seul tous ses besoins. Donc un nouveau-né n'est pas capable d'apprendre la propreté de façon classique. Les gens sont un peu confus à propos de ça. Ils pensent que nous leur apprenons la propreté dès la naissance. Et quand tu pratiques l'élimination communication, ces enfants sont très bien préparés pour l'apprentissage de la propreté classique, les toilettes. Ils ont utilisé le pot, ils comprennent où tout doit aller, plutôt que d'utiliser leurs couches. Ils utilisent parfois même des couches, j'ai utilisé des couches aussi. On appelle ça une solution de secours dans l'élimination communication. Plutôt qu'être une toilette à temps plein, nous l'utilisons comme un outil, car nous avons des tapis, des voitures et des espaces publics où les accidents sont un peu compliqués. Mais quand vous apprenez la propreté à votre enfant, ils ont souvent 18 mois ou plus, et vous leur apprenez toutes les étapes pour y arriver tout seul. Et on ne peut pas apprendre ça à un nouveau-né de marcher jusqu'au pot. Donc, c'est un tout petit peu tôt. Donc, tu les prépares en les aidant jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin d'aide. Et beaucoup d'enfants, le mien a 18 mois maintenant, beaucoup d'enfants vont vous montrer sans équivoque qu'ils sont prêts à tout gérer tout seuls.
parce ils vont commencer à repousser, à résister votre aide. Malheureusement, surtout ici aux États-Unis, à cause du marketing des entreprises de couches, beaucoup de parents vont attendre jusqu'à 1 ou 2 ans quand cette indépendance est très forte chez les enfants. Ce désir d'indépendance est très présent. Et c'est là où surviennent toutes les histoires d'horreur autour du pot qu'on peut entendre. Où, en fait, ce qui se passe, c'est que les parents ont raté cette fenêtre de tir pour leur apprendre et les exposer tôt au pot. Et maintenant, ils veulent tout faire au moment où leur enfant veut tout faire par lui-même. Oui, c'est ce que nous voulons prévenir. Oui, Bien sûr. Est-ce que tu penses que les couches empêchent nos bébés d'être connectés avec leur corps et aussi les parents d'être plus conscients et en phase avec leur bébé? absolument. J'adore que tu poses cette question parce que je pense que c'est très intuitif. Les couches, de par leur conception, les couches jetables, sont faites pour être ce qu'on appelle wicking, ce qui veut dire que ça enlève toute l'humidité. Et donc ils ont créé un problème, l'irritation cutanée, et ils ont ensuite créé la solution. Les couches anti-humidité, la crème spéciale anti-irritation, les talcs, etc. C'est vraiment la base du marketing. Tu crées un produit et ensuite tu crées plein de choses dont vont avoir besoin ces personnes pour l'utiliser, car elles sont devenues accros à ce produit. Donc pour la couche, nous avons ces couches de nuit qui sont censées absorber l'humidité pendant 12 heures ou plus. Et cette technologie déconnecte l'enfant de ses fonctions corporelles parce qu'ils ont une sensation dans leur corps de relâcher de l'urine et ensuite ils ne ressentent pas le résultat suite à ça. Donc ils apprennent à l'ignorer. L'autre côté de ça, c'est que les parents sont devenus moins connectés à leurs enfants parce que leurs enfants ne donnent plus de signaux, les signaux dont on a parlé tout à l'heure, comme quoi ils ont besoin d'aller aux toilettes. Les bébés sont nés avec l'instinct de ne pas se souiller leur lieu de sommeil, ni la personne qui prend soin d'eux lorsqu'ils vont à la salle. Et quand ils sont nouveau-nés, la plupart des bébés communiquent via des pleurs. Donc voilà, en tant que nouveau parent, je suis sûre que tu as déjà entendu ça. Ça peut être très frustrant d'avoir ton bébé qui pleure et tu sais pas pourquoi, parce que surtout au début, tous les pleurs peuvent se ressembler. Exactement. Donc tu te fais toute la liste. Est-ce que le bébé a faim? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a froid? Est-ce qu'il se sent seul? Et beaucoup de parents aujourd'hui, à cause des couches jetables, ne vont pas voir dans la couche. Ce qui va se passer, ça m'est arrivé à moi pour mon premier, tu vérifies la couche, c'est sec, et le bébé pleure, 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 et tu vérifies encore une fois après avoir essayé d'autres choses, et maintenant c'est mouillé. Et ce qui s'est passé, c'est que bébé essayait de se retenir, parce qu'ils ont un certain contrôle qui est au départ même faible, il doit se renforcer et grandir, on appelle ça le sphincter, ça doit se renforcer et grandir, et donc ils peuvent se retenir sur une très courte durée. Donc ils pleurent en essayant de se retenir, et ils t'appellent pour te dire qu'ils veulent pas se faire dessus. Mais ils ne peuvent pas se retenir plus longtemps, et ensuite ils font leurs besoins dans leur couche, et tu penses que ça va mieux. Mais en fait, ils peuvent être encore en train de pleurer parce qu'ils sont énervés de s'être fait dessus. Et quand tu continues ce cycle pendant quelques semaines, ton enfant apprend à l'ignorer. Ton enfant apprend à ne pas signaler qu'ils ont besoin de changer de couche, ou qu'ils ont besoin qu'on leur enlève la couche pour qu'ils puissent aller aux toilettes de façon hygiénique. Donc au final, on est en train de les entraîner à porter des couches. On les entraîne à ne pas nous le dire. Et je peux vous dire, avec l'expérience de mon troisième bébé, on a commencé la méthode d'élimination-communication à ses 10 jours. Et à partir du moment où elle avait 3 ou 4 semaines, elle refusait d'aller à la salle dans sa couche. Elle hurlait. Elle détestait ça. Et donc, les gens n'ont juste pas pu apprendre. Quand on vivait tous ensemble dans des communautés ou quand on vivait tous ensemble avec différentes générations, on apprenait ça en tant qu'enfant parce qu'on l'observait avec d'autres membres de la famille. Et donc c'était quelque chose qui n'était pas particulièrement mentionné. Beaucoup de gens disent, quand ils voyagent dans des pays où c'est encore pratiqué, parce qu'il y a encore des milliers de personnes sur Terre qui utilisent encore cette méthode. Bon, ils l'appellent pas forcément élimination-communication, parce qu'ils n'ont pas besoin de le nommer, c'est simplement leur façon de faire. Et donc ils vont être en train de parler comme nous maintenant. Et si je portais mon bébé, je vais simplement me tourner sur le côté, la laisser faire son pipi, et ensuite revenir à ce que je faisais ou la sortir de son emmaillotage. Et c'est parce que ces personnes sont tellement en synchro avec leur bébé, tout comme je le suis quand je sais que mon bébé a faim,
parce qu'ils font ça depuis la naissance. Donc les bébés, on les entraîne à ne plus utiliser de couches, et d'une certaine façon, on s'entraîne, nous, à en sortir aussi. On n'apprend pas en tant que parents comment lire nos bébés, comment les comprendre, et donc ça marche des deux côtés. Et pas mal de parents pensent que leur bébé passe la journée à faire pipi. Ils pensent qu'ils sont constamment en train de faire pipi. Et d'une certaine façon, il pourrait l'être. L'enfant en couche, s'il s'ennuie beaucoup, peut beaucoup uriner. Mais on est devenu très déconnecté de notre enfant. Et quand ça arrive, c'est là qu'on a toutes ces histoires d'horreur du pot. Parce que, en tant que nouveau parent, si vous n'avez jamais fait l'enseignement de la propreté, tu penses qu'il va y avoir du pipi partout dans la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Et ensuite, on appelle ça se psychoter. On surcogite le truc. Et ça nous fait encore plus peur d'essayer de passer au pot. Et ça peut compliquer énormément les choses, à la fois pour le parent et l'enfant. C'est pas étonnant, hein, parce que si tu es déconnecté de toi-même, tu vas forcément être déconnecté des besoins de ton enfant. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait sens de travailler sur soi et de développer une conscience des besoins de nos bébés. Absolument, Oh mon Dieu. Non, vas-y. Juste un petit aparté. Je l'ai remarqué, maintenant que j'ai eu 3 bébés, que beaucoup de choses dans notre culture moderne, censées rendre l'éducation des enfants plus pratique ou plus facile, ce qu'ils finissent par faire, c'est nous faire douter encore plus en tant que parents. Donc, comme tu disais, on devient très déconnecté de nous-mêmes, parce qu'on m'a dit que je sais pas quand est-ce que mon enfant a besoin d'aller aux toilettes, et j'ai pas de moyen de le savoir, donc je dois utiliser cet objet pour tout attraper, parce que si les gens voient que mon enfant est encore en train d'apprendre et mouille son pantalon, je vais être jugée, je vais être humiliée, et je vais avoir honte de ça. Et j'aurais vraiment souhaité que nous, si on vivait avec des générations toutes ensemble et à l'aise avec les enfants et nos instincts concernant les enfants depuis un jeune âge. Et j'ai beaucoup de chance, ma mère gérait une crèche dans notre maison. Donc, comparé à beaucoup de gens, j'étais assez confiante en tant que nouvelle mère parce que j'ai souvent été en contact avec des bébés et je suis l'aînée de 13 cousins, donc... Oui, tu es déjà entraînée. J'ai eu beaucoup d'expériences et c'est quand même très différent, mais je peux qu'imaginer ce que c'est que pour quelqu'un qui peut-être n'est qu'un enfant unique et qui va avoir leur premier bébé pour la première fois. Le marketing pour te dire que tu ne sais pas ce que tu fais est tellement intense. Alors qu'au final, tu sais ce que tu fais. T'es né pour faire ça. Et ils disent que quand un enfant est né, une mère aussi naît. Et c'est vrai, ton corps et ton cerveau changent pour s'accorder avec ce nouvel être humain qui faisait partie de toi pendant presque un an. Donc oui, c'est très frustrant pour moi en devenant coach et en apprenant plus là-dessus. Il y a tellement de choses qu'on peut faire et dont on est capable, et c'est tellement beau. Et la commercialisation moderne nous enlève tellement de ça. Et donc j'encourage des parents qui, au fond d'eux, savent. Et quand je coach des parents qui ont des soucis avec l'élimination communication ou l'apprentissage du pot, je les écoute 1 ou 2 minutes et on comprend tout de suite qu'ils savent vraiment quoi faire, mais ils veulent être rassurés. Ouais, ils aiment la confiance. Ça fait sens. À quel âge peut-on commencer l'élimination communication, donc le C, et l'apprentissage de la propreté? Oui. Je suis sûre que pour l'apprentissage de la propreté, il faut attendre d'avoir atteint certaines étapes de développement, n'est-ce pas? Oui. Tu as commencé à 10 jours, donc tu peux commencer dès le début, non? Oui, et la propriétaire de Go Diaper Free, Arrêtez les couches en français, Andrea Olsen, a commencé avec ses 6 enfants dès leur naissance. La première selle, on appelle ça le meconium, c'est très épais, un peu comme du goudron, et beaucoup de parents, s'ils utilisent des couches en tissu, vont pas les utiliser pendant les premiers jours parce que c'est très difficile à nettoyer, donc ils vont vouloir utiliser les couches jetables, mais elle a réussi à attraper chaque meconium de chaque bébé dans le petit pot. Tu peux vraiment commencer dès la naissance. Et moi, j'avais oublié mon pot quand j'étais à l'hôpital avec mon 3e bébé.
Il était resté dans la voiture quand on est arrivé à l'hôpital, donc on a utilisé les couches les premiers jours. Et en ayant d'autres enfants à la maison, ça l'est, c'est un avantage, c'est facile. Mais en réalité, ça ne fait que repousser le travail qu'il faudra faire plus tard. Et finalement, au bout de 10 jours, mon mari et moi, on s'est regardés et on s'est dit, essayons. On en fait un, on voit ce qui se passe. Et j'avais fait un peu de EC avec mes autres enfants. Parce que tu peux commencer dès la naissance, et tu peux commencer à 6 mois. Et tu peux commencer à 1 an. Tu peux commencer... Ça va être un peu différent en fonction de l'âge de ton enfant, de leur mobilité et de leur capacité de communication. Mais tu peux commencer n'importe quand. Et j'en avais fait un peu avec mon aîné quand il avait 4 mois. Et je l'ai fait avec ma seconde quand elle avait 16 mois. Donc j'en avais déjà fait un peu. Et donc on a juste dit on essaye. Et on l'a fait à temps partiel. Moi j'adore la pratique de EC à temps partiel. Parce que comme j'ai dit, on peut encore utiliser des couches. On n'est pas obligé de s'en débarrasser complètement. Mais bon, elle nous a rapidement poussé vers le EC en temps complet parce qu'elle ne voulait pas du tout faire dans sa couche. Elle était juste en train de se retenir et elle gérait. Mais 18 mois, c'est généralement quand ils vont avoir cet élan d'indépendance. Et ils commencent à en avoir la capacité, mais ça peut varier. Certains bébés sont très faciles et tu peux faire de l'EC pendant 21 mois. Certains bébés, comme mon deuxième enfant, sont super indépendants. On les appelle les fonceurs. Et on peut facilement leur apprendre l'utilisation du pot dès 15 ou 16 mois. Donc ça, c'est la fourchette moyenne, mais ça varie selon ton enfant. Et encore une fois, en tant que parent, tu sais. Tu regardes ton bébé et tu dis « T'es prêt, t'as pas besoin de mon aide avec ça. » Ouais. Et je me demandais quelles étaient les premières étapes que l'on pouvait faire pour débuter avec l'EC. Par quoi on commence en fait? On a ce qu'on appelle pour les prises faciles, parce que c'est les moments les plus communs où le bébé a besoin d'évacuer. Donc t'as pas besoin d'essayer de lire les signaux quand tu sais pas encore ce que c'est. Et mon préféré, c'est le pipi du réveil. Donc en tant que mammifère, quand tu dors, tu as une hormone dans ton corps qui empêche la production d'urine pour ne pas souiller le lit. Et on appelle ça une hormone antidiurétique. Et quand tu te réveilles, elle diminue. La vessie se remplit. Et la plupart d'entre nous, quand on se réveille, on a besoin d'aller aux toilettes dès 20 ou 15 minutes après le réveil, voire plus tôt. Et je suis sûre que tu as entendu que les femmes enceintes ont même carrément besoin de l'utiliser plusieurs fois dans la nuit. Parce que... Oui, j'ai une copine en ce moment et elle se réveille 4 fois par nuit. Oui, le bébé bouge ou on est inconfortable et ton corps commence à se réveiller. Et donc ton hormone diminue, ta vessie se remplit. Et en plus, elle est très petite avec le bébé qui appuie dessus. La vessie. C'est pas très confortable, j'imagine. Oui. Donc les bébés, c'est pareil, c'est la même chose dès la naissance. Et ce qui est pratique quand tu commences avec un nouveau-né et qui dorment beaucoup. Donc tu as beaucoup d'occasions de t'entraîner. Ils ont beaucoup de siestes pendant la journée. Donc quand un de ces réveils ont lieu, ton bébé se réveille ta sieste, tu lui enlèves sa couche et tu les tiens au-dessus de quelque chose. Moi, j'utilise le lavabo, parce que c'est mon lavabo, et le pipi de bébé ne me gêne pas dedans, il suffit de le rincer. On a aussi un tout petit top hat pot de mini undies à portée de main, enfin un petit pot. J'aurais dû le prendre avec moi pour te le montrer, mais je t'enverrai le lien. Donc c'est un tout petit pot, il y a comme une petite tasse avec un couvercle très très large dessus pour que ça ressemble comme à un siège pour bébé. Et on a même un petit couvre-siège en coton, on appelle ça une manche, pour que ce soit pas froid. Certaines personnes utilisent un bol, tu tiens le bébé au-dessus dans une position presque assise. On peut les avoir dans les bras ou les avoir dos à votre poitrine et vous les tenez sous les jambes et presque à chaque fois, ils vont faire pipi. Et les gens sont toujours très surpris et tu leur dis enlevez la couche, tenez votre bébé au-dessus du lavabo et ils vont faire pipi. Et ils sont toujours très surpris et excités. Et on appelle ça une prise, quand on attrape le pipi avec le pot. Et l'excitation de la première prise, on est en mode « Ouais, tellement incroyable !» Oui, carrément, j'imagine. Oui, et après ça, on n'a qu'une hâte, c'est d'essayer à nouveau. Donc le pipi de réveil, c'est vraiment une prise facile. Une autre prise facile, c'est les selles.
Parce que beaucoup d'entre nous peuvent savoir quand leur bébé fait caca, parce qu'ils vont faire de gros efforts, ils vont faire une tête bizarre, ils vont grogner un peu. Et même s'ils ont commencé, on peut toujours enlever la couche et laisser le reste aller dans le pot. Et ça compte quand même comme une prise. Un autre, c'est le changement de couche, qui est quand un bébé est nouveau-né, comme on l'a dit, ils vont essayer de résister de faire dans la couche. Et s'ils font faire pipi dans leur couche, la plupart du temps, ils vont pas vider leur vessie. Ils vont juste en faire un peu pour soulager la pression. Parce qu'ils essaient de se retenir, mais ils n'y arrivent plus. Donc si tu leur proposes le pot, dès qu'ils ont fait pipi dans leur couche, parfois il en reste un peu. Et ce qui se passe, c'est que ça les habitue, ça leur donne une routine. Et la lettre C, de la communication de l'élimination-communication, c'est la partie la plus importante. Donc ton bébé est en train d'apprendre à te faire confiance. S'ils apprennent à avoir confiance que tu vas les emmener au pot quand ils se réveillent, quand tu leur changes la couche. Et le dernier, c'est quand on sort ou on rentre des choses. Donc par exemple, si ton bébé était dans son porte-bébé depuis un moment et que tu le sors, ou avant de monter dans la voiture, c'est des prises faciles aussi. Mais oui, exactement. On appelle ça des moments de transition. Et quand votre bébé apprend que vous allez de manière fiable leur proposer le pot, à chacun de ces moments de transition, le réveil, c'est aussi un moment de transition. Ils vont commencer à se retenir. Dès un très jeune âge, ils vont apprendre. Leur cerveau est fait pour apprendre. Le développement neuronal d'un bébé est juste incroyable. Je crois que le cerveau double ou triple de taille juste la première année. Donc, ils sont faits pour ça. Et tu vas juste en profiter et leur montrer que dans tous les moments que quand ils pleurent, on va les porter. Quand ils ont faim, on va leur donner à manger. Et donc, ils te font confiance et comptent sur toi. Et donc, tu leur enseignes qu'ils peuvent te faire confiance là-dessus aussi. Oui, carrément, je vois. Oui, je suis sûre qu'ils ont pas mal de connexions neuronales qui sont créées. Et c'est marrant, hein, je n'ai pas encore d'enfant, mais j'ai un chien. Et elle aboie maintenant, d'ailleurs. Voici Peanut. Elle t'a entendu. Et donc, quand elle était un bébé chien trop mignon, on a dû apprendre à lui enseigner également de faire pipi dehors. Donc, ça a des similarités avec ce que tu dis finalement. De la confiance, des répétitions, transitions, etc. Ce n'est évidemment pas la même chose, mais ça me rappelle ce moment parce que j'ai que cette référence maintenant. Oui, c'est marrant que tu dises ça aussi parce que j'ai d'abord entendu parler d'élimination-communication environ 10 ans avant d'avoir mon premier bébé. Et durant tout ce temps, j'ai su que j'allais l'essayer. Et mon amie, quand elle me l'a expliqué, me dit qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'association par le son. Donc quand tu tiens ton bébé au-dessus du pot et qu'ils font pipi, ce que tu peux faire, c'est un son. Genre, nous, on imite le son de l'eau qui coule, genre... pss, ou psh, psh. Et ça leur apprend que quand ils entendent ce son, c'est le moment d'y aller. Et comme ça, au fur et à mesure, tu peux les tenir au-dessus d'un pot et leur faire comprendre que c'est le bon moment pour y aller. Beaucoup d'animaux font ça. Certains animaux vont lécher leur bébé pour leur dire qu'ils peuvent aller aux toilettes ou les emmener à un certain endroit. Et donc c'est un signal que toi tu donnes au bébé, comme quoi c'est bon pour y aller maintenant. Et quand ils grandissent, on le transforme en « as-tu besoin d'aller aux toilettes ?» À partir du moment où ils apprennent le langage, tu commences à utiliser des mots. Et entre les deux, on utilise la lettre T du langage des signes américain et tu peux le secouer. Et c'est le signe pour toilette. Donc mon bébé a appris ça avant qu'elle puisse dire le mot « pot ». Et quand tu as un chiot, je ne sais pas si tu as fait ça avec la tienne, mais il y a quelque chose qu'on appelle le dressage au clicker. Où on a un petit clicker, ça fait un son, clic-clic. Et quand ton chiot fait le bon comportement, tu cliques pour leur indiquer que c'était le bon comportement à adopter. Mais quand tu enseignes le clicker, j'étais dresseuse de chiens quand j'ai appris le EC au début. Et donc quand tu enseignes la méthode du clicker, tu charges le clicker en leur donnant une friandise en même temps que tu fais le clic. Tu cliques et tu leur donnes un biscuit et tu leur apprends que le clic signifie bien joué. Donc quand j'en ai entendu parler et que j'enseignais la technique du clicker, j'ai ri et j'ai dit « Ah bah c'est comme dresser un chiot ». Donc c'est super marrant que tu dises ça. Je ne suis pas la seule à penser ça. J'avais pas de clip, hein, comme tu dis, pour les chiens, mais j'avais un mot-clé qui était pipi en français. Et du coup, dès que je lui dis ça dehors, hop, oui, elle c'est comprend pareil. qu'elle peut faire pipi et elle le fait et c'est vraiment pratique. Oui, c'est pareil qu'enseigner avec une association sonore car ta chienne ne comprend pas les mots. Elle n'a pas le langage, mais elle a des bonnes oreilles. Et elle peut faire la différence entre plusieurs sons.
Donc tu lui as appris que ce son signifie d'aller au pot. Donc c'est pareil. J'ai une question par rapport à l'association du son. Parce que tu fais chut. Attends, non, c'est hi. Attends, je sais plus quel son tu fais déjà. Soit avec un PS genre psst ou psh psh. Ah, ok. Et pour le caca, tu fais quoi? Souvent une sorte de grognement genre T'as entendu? Ouais. Ah. Un peu comme quand tu as une grosse diarrhée. Ok, bon à savoir. C'est trop mignon. C'est tellement mignon quand les bébés commencent à imiter, quand ils commencent à répéter. Donc mon bébé qui est en train d'apprendre la marche et le langage à ses poupées, et elle va les mettre la tête la première dans le pot et faire psst. Ah, c'est marrant. Ouais, c'est trop mignon. Et tu parlais d'ailleurs des signaux que les bébés communiquent à leurs parents quand ils veulent faire pipi ou caca. À part faire des grimaces ou ce genre de choses, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Donc ça dépend souvent de l'âge. Et ça varie vraiment du tout au tout. Donc tu peux faire quelque chose qu'on appelle le temps d'observation sans couche. Donc le temps d'observation sans couche, bon, tout est dans le nom, tu enlèves la couche et tu observes ton bébé. Et on a une application, une sorte de carnet de bord, qui est gratuit en téléchargement, et tu peux noter quand ton bébé mange, quand ton bébé dort, ou quand ils font pipi ou caca. Et ça te donne leur rythme naturel. Donc il y avait les temps de transition, on a aussi le rythme naturel. Et selon les âges, ça va changer, mais pour l'instant, après que mon bébé ait mangé ou bu, genre de l'eau, du lait maternel, peu importe, elle va avoir besoin de faire pipi, souvent autour d'une demi-heure plus tard, 30 minutes. Et quand elle était plus jeune, c'était environ 10 minutes. Donc le laps de temps s'allonge en grandissant. Mais tu peux faire l'observation à nu, juste pendant quelques heures à différentes étapes de la journée, et apprendre leur rythme naturel. Donc c'est une autre façon d'appréhender les timings des évacuations. Et pendant que tu effectues cette observation sans couche, tu cherches chez ton bébé les signaux de quand ils ont envie d'aller aux toilettes. La selle, c'est plus facile parce que c'est tellement simple à voir, parce que même s'ils sont en train de marcher, ils vont peut-être se mettre en position de squat ou d'autres enfants vont aller se cacher. C'est super intéressant parce que c'est un instinct commun chez beaucoup de mammifères qui dit que d'aller à la selle est un état très vulnérable. Donc on ne veut pas être au grand jour. Et mon chien va faire caca contre la clôture, elle veut pas le faire à découvert, et certains bébés vont se cacher. Et c'est quelque chose que les parents avec des enfants qui portent des couches savent, et ils vont dire « Ah, il est en train de faire caca, il vient d'aller se cacher derrière le canapé, je le sais. » Ouais, c'est vraiment intéressant. Et ils le savent. Mais les entreprises de couches nous disent qu'on ne sait pas. Donc les choses comme ça pour la selle, les squats, les grognements, le fait de devenir très sérieux. Mon préféré est quand ton bébé joue et soudainement il va regarder en l'air et te regarder dans les yeux. Et c'est en mode oh oh. C'est l'heure du caca. Oui. Et donc quand ils sont très jeunes, les pleurs évidemment. Et ils peuvent commencer à avoir un certain type de pleurs pour signifier qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes. Tout comme ils auront un certain type de pleurs quand ils seront fatigués. Ils peuvent être très actifs et puis soudainement devenir très immobiles. Ils peuvent être très immobiles et soudainement s'agiter. S'ils marchent ou rampent, ils peuvent regarder leur couche, peuvent l'attraper, que ce soit par devant ou derrière. Ils peuvent essayer de tirer dessus pour l'enlever quand vous leur enseignez. Quand vous utilisez le pot avec eux, ils vont, souvent s'ils sont mobiles, ils vont se déplacer vers les toilettes. Ils peuvent taper contre la porte des toilettes, ils peuvent apporter le petit pot. Ils trouvent plein de moyens, c'est incroyable. Et mes 3 enfants l'ont fait de façon très différente. Mais ils ont compris comment communiquer. Et ils trouvent des moyens pour communiquer. Donc, on a une liste dans le livre, genre environ 50 signaux différents possibles. Donc tu fais le temps d'observation sans couche et ça te donne une idée de ce qu'il faut chercher. Et ensuite tu prends des notes en fonction de ton bébé. La mienne, elle devenait très immobile. Lui, il tirait sur sa couche juste avant, ou attrapait ses parties génitales juste avant de faire pipi. Donc tu vois, ça prend un peu de... Apprendre à connaître ton bébé. Ouais, j'adore. Mais ils sont constamment en train de communiquer avec nous. C'est vraiment beau, hein, mine de rien, parce que tu finis par être tellement connecté avec le bébé, ça coule de source en fait. Et donc tu commences par penser aux transitions pour apprendre à connaître ton bébé, et ensuite, hop, il y a une communication avec lui. Je trouve ça vraiment intéressant.
C'est un lien très spécial, ouais. Ouais, exactement. Et c'est triste aussi parce que sinon tu passes à côté. Quand les gens sont pas au courant, ils passent à côté, donc bon. Ouais, c'est clair, j'adore. C'est vraiment intéressant, je l'ai peut-être déjà dit. Je pense que je vais faire ça. J'essayerai probablement quand je serai mère. Tant mieux. Non, vraiment, même concernant l'écologie, les couches, elles sont pas top pour la planète, donc je pense que c'est une bonne raison pour essayer. Si on le sent bien sûr, même de manière partielle si tu veux faire un petit effort pour la planète. Oui, ça fait économiser des sous, ça fait économiser des couches, si tu veux pas avoir à essuyer du caca de bébé super liquide étalé sur le derrière. S'ils sont allaités ou du lait en poudre, c'est partout. Je sais pas ce qu'on appelle ça en français, mais quand ils font caca et que ça déborde de la couche, dans le dos, dans les cheveux, on appelle ça un blowout, une sorte de caca explosif. Et presque chaque papa, s'il est sceptique et que tu lui dis il n'y aura plus de caca explosif, ils vont dire ok, on commence quand? On va le faire. Par exemple, si ton bébé a juste quelques jours, pour le pipi, je comprends que tu le prends, tu lui fais avoir une position en squat en tenant leurs petites jambes de derrière, mais pour les selles, c'est pareil? Tu vas pas dans l'évier, hein, mais au-dessus du pot. Ouais. C'est selon ta préférence. S'ils sont exclusivement allaités, ça coule direct dans le lavabo, c'est très liquide et c'est soluble à l'eau. Donc ça se lave directement dans le lavabo. Et bon, moi ça ne me dérange pas, donc je le fais chez moi dans mon lavabo. D'autres personnes préfèrent la cuisine. Moi j'utilise le lavabo de la salle de bain. Et donc oui, tu peux même mettre un escabeau ou... Excuse-moi. Tu peux mettre un escabeau devant tes grandes toilettes, les toilettes classiques, et t'asseoir dessus et tenir ton bébé. Tu peux squatter. Moi, je préfère l'escabeau parce que c'est plus sympa pour mon dos, mais tu peux les tenir au-dessus de la cuvette de tes toilettes. C'est pas obligé d'être le lavabo. Moi, je préfère le lavabo, c'est plus simple pour moi. Je suis plus grande, donc c'est plus facile pour moi. Mais tout le monde trouve sa préférence. Tu peux aussi utiliser le tout petit pot. Certaines personnes ont préféré prendre le tout petit pot si on a un lavabo de cuisine qui a un fond plat. Voilà, le mettre dedans et tenir le bébé au-dessus de ça. Comme ça, on le rince direct, c'est très facile. On peut mettre le tout petit pot au lave-vaisselle, donc... Ah, super. Et comment peut-on faire quand on voyage ou quand on est dans une voiture ou un train? Donc, si tu pratiques le C à temps partiel, comme on l'a fait avec mon premier, parfois tu utilises juste la couche et ton bébé peut s'agiter un peu plus et tu peux leur dire, même avant qu'ils ne comprennent le langage, tu peux leur dire « Tout va bien, utilise ta couche ». Et ils vont apprendre que ces sons signifient « Ok, je vais juste utiliser ma couche pour l'instant, je vais te changer rapidement ». Tu peux prendre le tout petit pot, il y a pas mal de sièges de pot qui vont se plier et peuvent s'arranger pour être un tout petit pot ou tu peux l'utiliser en tant qu'adaptateur de siège pour les grandes toilettes que tu mets sur la cuvette des toilettes pour pas qu'ils tombent dedans. Mais c'est vrai que c'est plus pour quand ils sont grands et qu'ils peuvent se tenir assis et tenir leur tête. Mais tu peux utiliser le petit pot pour quand tu voyages, ils sont très petits. Et tu profites vraiment des moments de transition. Si je suis en vadrouille avec mon bébé, genre en train de faire les courses ou un truc comme ça, j'essaye d'attraper un pipi avant de partir. Ma voiture, c'est une voiture à ayons, donc le coffre s'ouvre directement derrière les sièges passagers. Et il y a un sol, donc j'appelle ça un pot de coffre. On s'assoit dans le pot directement dans le coffre. Certaines personnes ont un minivan, c'est facile parce qu'ils ont un grand espace au sol dans leur voiture. Donc on peut essayer de faire pipi quand on arrive. Ce sont les moments de transition. Quand tu arrives à destination, tu peux trouver les toilettes là-bas et proposer le pot à ce moment-là. C'est juste être conscient de ce qui est disponible. Si tu es à bord d'un train, essaie d'avoir une place près des toilettes. Tu peux ensuite utiliser les toilettes du train dans les avions. La plupart ont des tables à langer pliables. Donc, moi, je tiens souvent mon bébé dans la position de squat au-dessus des toilettes de l'avion. Ou tu peux baisser la table à langer et mettre le pot dessus. Si tu es capable de mettre un pot pliable dans ton sac.
Et ensuite, on a des sacs jetables qui sont identiques aux sacs pour ramasser les crottes de chien. Les petits trucs en rouleau. Oui, c'est les mêmes. Tu prends des lingettes, etc. avec toi. C'est super. Oui, exactement. La suite la semaine prochaine.